En ce qui me concerne, j'ai toujours repoussé le public. Plus l'acteur est grand, et plus haut s'élève l'art de l'acteur, plus la répulsion du public est violente. Le public se rue vers le grand acteur, et en réalité, son art le repousse. Et plus son art est incroyable, plus la répulsion du public est violente. Les gens applaudissent, mais ils sont rebutés. Et ils sont aussi rebutés parce qu'ils les mettent mal à l'aise. Si l'acteur crée le malaise, et il doit le créer, le public est rebuté. Il faut que l'acteur le crée, le malaise. Rien d'autre, rien que le malaise. Le public se rue de toutes parts, se rue de toutes parts pour voir l'acteur. Et l'acteur n'offre au public rien d'autre que le malaise. Le public est mis à l'épreuve. Le public doit être épouvanté par l'acteur. D'abord, il faut le circonvenir, et puis l'épouvanter. Les grands acteurs ont toujours épouvanté leur public. Le plus grand ennemi de l'acteur est son public. Quand il sait cela, il s'élève dans son art. À chaque instant, l'acteur doit se dire, le public va se précipiter sur scène. C'est dans cet état qu'il faut jouer. Contre le public. Pour tenir dans l'effort de tension, pour ne pas s'affaiblir. Les hommes n'ont pas d'oreilles pour entendre, ils n'ont pas d'yeux pour voir, ils n'ont pas d'intelligence. Nous vivons dans une société totalement dépourvue d'intelligence. Celui qui ne le comprend pas, mon enfant.
3. Et 2 font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clister insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur, 30 sols. Alors, oui, monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable, ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire. C'est-à-dire 10 sols. Les voilà. 10 sols. Plus du 10 jours. Un bon clister détersif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel, rosa et autres suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours le soir. Un julep hépatique, sophoratif et somnifère composé pour faire dormir monsieur. 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 10, 15, 16 et 17 sols et 6 deniers. Plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative composée de casses récentes, avec Séné-Levantin et autres suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur. 4 livres. Ah, monsieur Florent sait se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon nous a pardonné de mettre 4 francs. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours. Une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur. 30 sols. Bon, 10 et 15 sols. Plus du 26e, un clister carminatif pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus le clister de monsieur réitéré le soir comme dessus. 30 sols, monsieur Florent, 10 sols. Plus du 27e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 3 livres. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. Alors, qu'on mot de tout ceci, il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point. Et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Voilà. Point d'affaire. Voilà. Ils sont sourds. Toinette. Voilà. Tout comme si je ne sonnais point. Chien, coquille. Voilà. Car on y a tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Voilà. Ah mon Dieu, voilà qui est pitoyable. Voilà. Ah, ils me laisseront ici mourir. Voilà. On y va.
grogne! Diantre soifé de votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup. Maîtresse! Ah Il y a une... Tu m'as laissé! T'es pas bon, coquille, que je te querelle! Ah oui, vraiment? Ma foi, j'en suis d'avis, après ce que je me suis fait. Quoi? Faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller. Querellez tout votre sou, je le veux bien. Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Ôte-moi ceci, coquille, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon frais. Pour l'autre, que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Purgon, là, et ce monsieur Florent s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante! Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine! Qu'on me fasse venir la fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à ouïr. Attendez! Je vais revenir tout à l'heure. Allez vite, monsieur, allez. Monsieur Florent nous donne des affaires. Toinette, Quoi? regardez-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette! Eh bien quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Mais dis-moi, Toinette, connais-tu les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas Ne cela. trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Sans doute. Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me dit? Hé, ces choses-là sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle où peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Mais qu'est-ce que cela? Vous riez? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. À ce que je puis voir, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et de tout temps, elle a gardé cette opinion. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage. Mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je suis obligée de toutes vos bontés. Je n'ai point encore vu la personne. Mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, le hasard nous a fait connaître, il y a 6 jours, et que la demande qu'il nous a faite est un effet de l'attirance que nous avons l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise et c'est tant mieux que les choses en soient de la sorte. On m'a dit que c'était un grand garçon bien Oui, fait, mon père, de belle taille, sans doute, agréable de sa personne, assurément, de bonne physionomie, très bonne, sage et bien né, tout à fait. qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Oui, mon père,
Oui, il ne te l'a pas dit. Non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon? Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Mais quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébahi. C'est mon père. Que j'ai compris que vous avez parlé d'une personne, mais que j'en entends d'une autre. Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui! De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es? Mon Dieu, tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille le source des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment? Si je suis malade? Si je suis malade, impudente? Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord, et plus malade que vous ne le pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi. Monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Ah, quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi? Bon. Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent? Non. Non? Non. Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, les bras jetés au cou, un mon petit papa mignon prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je peux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Insolente, il faut que je t'assomme. Et mon pétrole, vous me faites fou. Angélique, tu ne peux pas m'arrêter cette coquine. Et mon père, je fais moi-même.
je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Ah! Ma femme! Approchez! Approchez! Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours! Qu'est-ce donc qu'il y a, mon petit fils? Mamie! Mon ami. On vient de me mettre en colère! Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais! Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie! Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire! Là, tout doux. Et elle m'effronterie de me dire que je ne suis pas malade! C'est une impertinence. Vous savez, mon cœur, ce qu'il en est! Oui, mon cœur, elle a tort. L'amour, cette coquine-là me fera mourir. Il y a je ne sais combien, il faut qu'il me la chasser. Mon Dieu, mon fils. Il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. Oh là, Toinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous me voulez dire. Et je ne cherche qu'à complaire à monsieur en toutes choses. La traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner en mariage sa fille aux filles de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, je trouve qu'elle a raison. Mais bon, vous la croyez? C'est une scélérate, maledicente insolence! Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, promettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchiez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Vous voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Ah, mamie, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous. Que je mette ceci sous vous. Et celui-là pour vous garder du serein? Petit, tu veux m'étouffer? Pourquoi vous emportez-vous ainsi? Elle a cru bien faire. Vous ne connaissez pas, maman, la malice de la pandare. Ah, elle a mis tout hors de moi. Il faudra plus de 8 médecines et 12 lavements pour réparer ceci. Là. Mon petit ami, apaisez-vous un peu. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez. Je veux mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Ah, mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Faites-le donc entrer, m'amour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Tellement, monsieur, expliquez vos intentions et les desseins où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à vos femmes par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, ça pourrait se faire. Mais à Paris et dans les pays coutumiers, c'est ce qui ne se peut, et les dispositions seraient nulles. Voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est pas les avocats qu'il faut appeler, car ils sont de l'ordinaire sévères là-dessous et ils s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en faute de la loi. Ce sont le genre de difficultés et qui sont ignorantes des tours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter
bien plus accommodants, qui sont des expédients pour passer doucement par-dessus de l'ordre et rendre juste, qui n'est pas permis. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous voulez. Et ensuite, cet ami le rendra tout. Vous pouvez aussi contracter un grand nombre d'obligations non suspectes, au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et qui mettront entre les mains de laquelle leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'était que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pouvez avoir payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Mamie, Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, la vie ne me sera plus de rien. ma chère femme, Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. maman, mamie, vous me fendez le cœur, consolez-vous, je vous en prie. Ces larmes sont hors de saison et les choses ne sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurais, mamie, si je meurs, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Ça n'a pas venir encore. Il faut faire mon testament, m'amour, de la façon dont monsieur dit, mais par précaution. Je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve, et 2 billets payables au porteur, qui me sont dus l'un par monsieur Gérant, l'autre par monsieur Darnay. Non, 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 je ne veux point de tout cela. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, maman. Ne me parlez point de bien, je vous prie. De combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, mais nous serions mieux dans mon petit cabinet. Mamour, conduisez-moi, je vous prie. Allons, pauvre petit. Les voilà avec un notaire, et j'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point, et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner, j'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts. Je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle, et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. Pour vous servir avec plus d'intérêt, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous, et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu. Pour aujourd'hui, il est trop tard, mais demain, du grand matin. Toinette! Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir, reposez-vous sur moi.